pour notre clairon. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, avocat, auteur de Christopher Lash, un populisme vertueux aux éditions Michelon, auteur des Substacks Chroniques et Grégoriennes. Et puis, vous êtes notre correspondant au Tocsin aux États-Unis en direct. D'ailleurs, vous suivez de près les élections. Aujourd'hui, un sujet un peu, on va dire, un pas de côté, parce qu'évidemment, tout est lié. Vous voulez proposer une chronique qui s'intitulerait L'intelligence artificielle et le nouveau Poutine. Alors, il faut que vous nous expliquiez. Oui, alors vous avez remarqué au cours des années précédentes que tout ce qui était peu commode pour les autorités était renommé en fait de la propagande russe, de la Hmm. désinformation russe plus exactement. Les images que vous avez vues, par exemple, de Joseph Biden lors des cérémonies du débarquement, avec ce fameux moment où il se retourne et Oui, qui entraîne ensuite Brigitte Macron et Emmanuel à Macron. se retourner aussi, pour faire croire que c'est normal. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, puisque les autorités américaines prétendent maintenant qu'il s'agirait de création, de créature de l'intelligence artificielle. Ah bon? Euh, oui. Vous allez avoir, Clémence, un mot qui va inonder votre quotidien, particulièrement alors que se profilent devant vous des échéances électorales, législatives certainement, mais c'est un peu court pour les législatives, mais la séquence présidentielle qui va s'ouvrir par la suite, soit anticipée, soit à terme, vous allez être inondé par ce mot de cheap fake. Vous connaissiez les deepfakes, Oui. qui sont des fausses vidéos produites par l'intelligence artificielle. Vous avez maintenant les cheap fakes. Le cheap fake, ce serait en fait des images réelles qui seraient présentées hors contexte ou avec des commentaires trompeurs. Lorsque la correspondante de la Maison Blanche en fait a présenté les images qui ont été bien sûr relayées par la campagne de Trump et puis par un certain nombre de commentateurs, en fait, de personnalités conservatrices sur les réseaux sociaux. Lundi qui suivait, parce qu'il n'y avait pas eu que les cérémonies du débarquement, et il y a eu aussi le G7, lorsque Biden partait dans le mauvais sens Oui, lors d'une démonstration parachute. oui. Quand le Vous parachute aviez arrive, le parachutiste, il se tourne de l'autre côté, oui. vous aviez le coup de boule au pape, qui est quand même pas mal non plus. Donc, toutes ces vidéos, Il y avait la, la la maison. position de la chaise assise, visiblement, qui a été pas mal relayée aussi aux États-Unis, qui est devenu même Oui. un mème, comme on dit, avec des jeunes qui font cette position pendant leur soirée, etc. Ah oui, oui, vous savez, c'est une multiplication maintenant de vidéos. Donc, la Maison Blanche a fait le lundi qui suivait en fait les cérémonies du débarquement, la porte-parole de la Maison Blanche a qualifié prenant pour appui en fait un certain nombre de messages diffusés dans les médias, à commencer par le Washington Post, qui est toujours en fait le meneur en fait, hein, qui est le chef de file. Et la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, fait une déclaration indiquant que ces vidéos étaient en fait des cheap fakes. Et puis d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans la communication qu'elle fait, elle commence par employer le terme de cheap fake qui serait simplement en fait un mot pour définir tout ce qui est sélectivement édité en Hmm. fait. Et ensuite, elle dévie à la fin, elle dit carrément que ces vidéos sont des deepfakes. Vous avez, et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça vient dans un contexte qui est tout à fait intéressant. Il faut savoir d'abord qu'en février, le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré que les possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour diffuser des médias, des informations trompeuses et notamment des deepfakes, appelaient une réponse de combat qui devait mobiliser la totalité des agences de renseignement. Je rappelle quand même que c'est assez bizarre en même temps quand même que le FBI et la CIA s'intéressent à la désinformation, parce que en principe la désinformation, ils ne peuvent avoir compétence pour s'intéresser à la désinformation que si elle provient d'une menace étrangère.
Donc on retrouve de nouveau en fait toute l'obsession russe, l'obsession chinoise. Mmh. Mais on voit que la guerre contre la désinformation, et encore une fois, j'ai publié la traduction de cet article, et comprendre la guerre, de l'information, qui avait été signé Jacob Siegel sur mon Substack. Vraiment, je recommande à tout le monde de lire cet article qui est absolument fondamental, qui explique en fait tous les tenants et les aboutissants de cette guerre informationnelle. Donc, c'est vraiment la question centrale. Mais cette question est en train de prendre un tour très tourné vers l'intelligence artificielle. Donc, on a eu cette séquence à la Maison Blanche. Mais c'est aussi contemporain de la publication, alors là, par la société de capital risque de la CIA, qui s'appelle InQtel, Mmh. d'un jeu qui est rendu public, mais en fait de manière assez confidentielle, sur la plateforme GitHub, qui est une plateforme de gamers en fait, hein. Et donc un jeu, une sorte de jeu de société, un jeu de rôle qui ressemble beaucoup à Donjon Dragon, on pourrait appeler ça Élection et Dragon, euh, avec un dé à 10 faces. Enfin bon, vous avez toute la mystique Donjon et Dragon, qui s'appelle Haywire. Alors en même temps, c'est un jeu sur le jeu de mots, parce que Haywire s'écrit Hawire, alors que l'orthographe habituelle, c'est avec un Y au milieu. Haywire, ça signifie en anglais devenir dingue. Détraquer, le chaos, c'est l'idée que. Et le jeu, en fait, propose un certain nombre d'événements qui créent en fait une crise informationnelle auxquels les joueurs doivent réagir en 2 minutes en préparant une réponse. Alors, je vous donne quelques exemples des scénarios de crise qui sont envisagés dans le jeu. Et vous voyez, qui, encore une fois, je vous rappelle, c'est la société de capital risque de la CIA, hein. Oui. Euh, Vous allez nous voilà. expliquer après dans quel objectif ils font ça, évidemment, mais Oui, oui, bah on va revenir là-dessus. Alors voilà un exemple de scénario figurant sur les cartes du jeu. Des États clés apparaissent gagnés d'avance par un des candidats dans les sondages quelques mois avant l'élection. Plus tard, il apparaît que les prévisions utilisant l'intelligence artificielle étaient erronées, parce que les scientifiques examinant les données n'avaient pas pris en compte les différences partisanes significatives, expliquant qu'en réalité, les candidats étaient au coude à coude. Préparez votre plan de réponse et tirez 2 inject cards. Alors, les inject cards, j'ajoute, sont des scénarios de crise, comme par exemple, c'est qui compliquent encore la situation. mmh. Par exemple, l'équipe du labo qui prépare la réponse se met en grève parce qu'elle veut du café frappé dans le distributeur de boissons. Enfin bon. Oui. Euh, et une autre carte qui est encore plus intéressante, de scénario de crise: un modèle d'imitation de voix très facile à utiliser crée une vidéo qui devient rapidement virale, suggérant qu'un des deux candidats est atteint de démence sénile. Préparer une stratégie de réponse et tirer deux inject cards. On voit C'est très bien. incroyable! C'est la vérité, quoi. Ce qui se passe en fait, ils C'est la font vérité. travailler gratuitement avec leur jeu, quoi, c'est ça? Ah, mais c'est même mieux que ça. C'est qu'en fait, à qui est adressé ce jeu? Ce jeu est adressé en fait aux contractants habituels du deep state américain, particulièrement de la communauté du renseignement. Mmh. Donc, il faut savoir que tout autour de moi, où je suis, vous avez un grand nombre de sociétés, d'ailleurs souvent avec des noms très ésotériques. Vous ne comprenez pas en fait ce qu'elles font. Dès qu'il existe une société à Washington DC, vous ne comprenez pas ce qu'elle fait. C'est en fait une société qui travaille soit avec le Pentagone, soit avec les agences de renseignement, et qui est qui est en fait une société qui est là pour instituer des dispositifs de surveillance, voire espionner toute la population. C'est ce qui avait très bien d'ailleurs révélé les révélations d'Edward Snowden. Oui. Déjà en 2012. Donc, vous avez ce jeu qui est publié, qui est envoyé à des contractants, sachant qu'il y a une énorme pactole dans la guerre contre la désinformation. Et tout ça arrive de manière contemporaine des déclarations du directeur du FBI disant que ça demande quasiment une réponse comme en temps de guerre, en fait. Mmh. Et qui implique toute la communauté du renseignement. Donc, vous avez ce jeu qui arrive à point nommé, et c'est assez intéressant, c'est que ce jeu est publié, et
il y a très peu de journalistes qui s'y sont intéressés. Matt Taibbi a eu vent de ce jeu via la publication sur GitHub. Et vous avez publication de ce jeu, et puis quelques jours après d'ailleurs que Matt Taibbi consacre une émission à ce jeu, vous avez les déclarations de Karine Jean-Pierre qui allègue que les vidéos que vous avez tous vues, attestant de manière objective mais sans aucune équivoque de la sénilité avancée de Bien sûr. Biden sont des cheap fakes Oui, ou des deepfake. fakes. Donc voilà où on Non, mais en est. le Alors, jeu, expliquez-nous juste le jeu. Enfin, dans quelle perspective il s'inscrit? C'est-à-dire qu'il est envoyé par la société de la CIA à ses contractants, mais dans quel objectif? C'est-à-dire de les faire travailler, de leur envoyer un message pour leur dire voilà où nous en sommes. Enfin, c'est quoi l'objectif de ce jeu? Parce que c'est énorme ce que vous nous racontez là. Disons que la CIA, notamment la CIA, c'est-à-dire que là, on est quand même dans le contexte d'une élection domestique, une élection américaine, donc la CIA ne peut pas officiellement envoyer des appels d'offres à des contractants pour dire, bon voilà, préparez-nous des réponses à des situations de crise informationnelle concernant l'élection. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un message détourné à ses contractants en Ah disant, oui. voilà les scénarios de crise que nous avons identifiés. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a beaucoup de scénarios de crise qui concernent en même temps l'intégrité du processus électoral, notamment le comptage des voix, etc. Enfin, Le comptage encore des une fois, voix, des choses c'est dans le jeu aussi? c'est dans le jeu. Ah, c'est génial. L'interruption du comptage des voix due à l'intelligence artificielle, vous avez une violation, en même temps une corruption en fait des données des registres électoraux concernant les données personnelles en fait des électeurs. Enfin, vous avez vraiment des scénarios qu'on a vu se mettre en place, Oui. des scénarios qui ont été en gros la grande frayeur à propos d'une élection qui serait hackée par une puissance étrangère. Mm. Et tout d'un coup, vous avez tous ces scénarios intégrés dans un jeu qui est produit par la société de capital risque de la CIA, envoyés bien évidemment aux contractants qui sont là pour préparer en fait des réponses. Et c'est un jeu de rôle. Hein. Le jeu, c'est de dire en fait voilà c'était la situation de crise, préparer une réponse. Mm. Et alors juste toujours pour bien comprendre la mise en place de ce jeu, vous dites parce qu'il n'aurait pas pu faire, parce que j'imagine que donc la CIA a des différents clients, différents contractants. Hem Et vous dites, il n'aurait pas pu faire cet appel d'offres de manière officielle en disant voilà, voilà notre problème. Par exemple, on a un candidat sénile, qu'est-ce qu'on fait? Certes, mais enfin, je ne sais pas comment ça se passe. En France, en tout cas, il n'y a pas d'appel d'offres sur un sujet en particulier et qui est rendu officiel. Et puis ensuite, les sociétés contractent. C'est appel d'offres de communication de haut risque gouvernemental. Et puis après, entre eux, ils font leur petite cuisine. Parce que Disons que c'est une façon très habile de la part de la CIA de communiquer avec un certain nombre d'acteurs qui ensuite, dans le cadre je dirais de la légalité, cette fois-ci, peut donner lieu à des appels d'offres, mais qui seront bien évidemment par des appels d'offres lancés par la CIA auprès de contractants pour dire mmh, comment est-ce qu'en fait on va répondre, par exemple, un problème qui concerne les élections américaines. ouais, Mais on voit très très bien que les contractants, en fait, c'est une façon d'interviewer. Les contractants oui, qui vont ensuite pouvoir se répartir le pactole. Donc, tous ces contractants sont invités en fait à à préparer réfléchir, oui, c'est ça, ouais. réponses créatives qui ensuite vont sans doute servir effectivement à répartir le pactole. Bon, Mmh. là, toute la littérature en fait sur les Twitter files et sur le grand nombre d'ONG qui permettent de contourner précisément la législation américaine en matière de désinformation. Je pense au Election Integrity Project de l'université Stanford. Stanford est vraiment central là-dedans. Où je pense au Global
Engagement Partnership au sein du département d'État. Vous avez un certain nombre de structures qui ont déjà servi en fait pour pouvoir contourner la légalité. Donc, vous avez une communication qui est assez subtile, qui s'institue en fait entre la communauté du renseignement et un certain nombre d'acteurs, particulièrement du secteur à but non lucratif, autour de la façon dont on va en fait spinner l'élection. On va en Mmh. fait, parce que là c'est le grand thème. Je vous ai dit, lorsque nous avons parlé la dernière fois du lawfare contre Trump, de la condamnation de Trump en fait pour une infraction comptable, je vous ai dit, ça ne va pas marcher en fait dans les sondages. Donc, ils vont devoir passer à une autre stratégie. Oui. Quelle est cette autre stratégie pour empêcher Trump d'accéder à la Maison Blanche? Parce que, en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est matériellement impossible pour la majorité démocrate maintenant de permettre à Trump d'être investi en janvier prochain, d'accéder à la Maison Blanche, puisque dans les 4 ans qui se sont écoulés D'empêcher, vous voulez depuis. dire? Il est impossible pour les démocrates d'empêcher Trump d'accéder. Enfin, il est impossible alors, il est impossible par le jeu électoral normal Mmh. quasiment maintenant d'empêcher Trump d'être Oui, d'être élu, oui. ce qui me paraît assez. Maintenant, en revanche, il est impossible aux démocrates de laisser Trump rentrer à la Maison Blanche de nouveau avec les outils dont l'administration s'est dotée depuis pendant toute l'administration Biden, qui vont, si jamais Trump accède à la Maison Blanche, il récupère tous ces outils qui sont Oui, des outils complètement exorbitant de droit commun, et ça qui se va, retourne qui va contre eux. permettre à Mmh. Trump de purger les démocrates, et à commencer par la famille Biden. Oui. Donc la première stratégie, ça a été le lawfare. La deuxième stratégie, je pense que c'est effectivement de préparer un bourrage des urnes massif. Et précisément, tous ces scénarios de crise informationnelle qui sont pointés par la CIA sont une façon de préparer en fait un certain nombre d'auteurs à réagir lorsque vous aurez par exemple Trump battu en novembre alors qu'il était en tête dans des États comme l'Ohio Mmh. de 10 points. Et dire comment expliquer il ait eu une telle avance dans les sondages. Eh bien, il y a un coupable tout désigné. Entre 2016 et 2020, le coupable tout désigné, c'était la Russie. Là, ce sera l'intelligence artificielle. Ouais, Et, c'est euh, énorme, c'est vraiment super intéressant ce que vous nous racontez. Puis peut-être un dernier sujet, finalement, on sait que la CIA et en général l'État profond, parfois laisse des messages un peu symboliques et là on se demande si ce jeu, c'est pas aussi une forme de symbolique. Le jeu, le simulacre, de l'élection, donc on est toujours là-dedans. Donc il y a ce double, et faire travailler ses contractants, de manière assez fine, sur tous ces sujets sans avoir à faire un appel d'offres sérieux et cetera, qui prendrait peut-être plus de temps et cetera. Et passer aussi le message du fait que, voilà, nous sommes dans une grande simulation et nous la vivons et comprenne qui pourra. Ça, vous touchez le point central en fait de ce qui est en train de se passer, et je l'ai souvent défini à partir de cette distinction entre les virtuels et les physiques. En fait, Mmh. les gens qui vivent dans le monde de la virtualité et les gens qui vivent dans le monde de la réalité matérielle. Or, vous voyez très bien que c'est maintenant ce qui était autrefois une frontière en fait assez nette entre ce qui est vrai, ce qui est empiriquement euh, euh, ce qui relève ce qui est vrai de manière empirique, et ce qui relève de l'artifice est une frontière qui est en train de se brouiller. Là, le critère n'est plus la vérité, mais le critère maintenant est devenu ce que dit l'autorité et la vérité. Donc, Mmh. le critère fondamental de la désinformation est: est-ce que cette information en fait est commode ou incommode pour le pouvoir? Si elle est commode, c'est de l'information. Si elle les incommode, c'est de la désinformation, de la Ouais. mésinformation ou de la malinformation. La malinformation, c'est exactement la traduction des deepfakes en matière de vidéo. La malinformation sont des informations vraies, mais qui sont peu commodes pour le pouvoir. Ouais, non, Euh, c'est absolument passionnant ce qui se joue et on peut s'estimer heureux de pouvoir, un, vous entendre vous, nous pouvoir
pouvoir en parler également, d'avoir pourquoi pas encore quelques réseaux qui nous permettent de discuter et de parler de tout ça en espérant que ça ne s'effondre pas avec cette guerre qui est menée contre l'information, la véritable information et la vérité. Et vous œuvrez pour cette vérité. Merci beaucoup Renaud Bochart, je rappelle, auteur de Christopher Lash, un populisme vertueux aux éditions Michelin et surtout de ce Substack Chronique et Grégorienne. Merci encore et à très bientôt.